Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir dans ce webinaire consacré aux solutions d'adaptation au changement climatique fondées sur la nature. Ce webinaire est enregistré, sera disponible en replay sur le site des ADAC, page inscription, et sur le site de l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Je suis Juliette Nouel, créatrice des ateliers de l'adaptation au changement climatique, et avec Marguerite Deperroy, nous avons cofondé l'entreprise qui déploie ces ateliers. Marguerite, bonjour. Bonjour. Nous avons choisi un format webinaire où seuls les intervenants et les intervenantes sont visibles à l'écran. Vous ne vous voyez donc pas, mais vous pouvez participer et poser des questions dans le chat dédié à la conversation questions-réponses. Vos questions seront posées aux deux intervenants à la fin du webinaire vers 12h40 et on répond aussi en direct à certaines questions. Merci. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas les ADAC, nous sommes un atelier basé sur la science et l'intelligence collective, destiné à la sensibilisation aux impacts physiques du changement climatique et évidemment aussi au passage à l'action. Je vous présente Amaury Parel, qui est coordinateur national du projet Life Artisan à l'Office français de la biodiversité, parce que nous avons en effet le plaisir d'avoir monté ces webinaires en partenariat avec l'OFB, webinaires qui sont au nombre de 7, un par milieu. Alors on en est là au cinquième. Ceux sur les milieux urbains, littoral, forêt et agricoles ont déjà eu lieu et sont disponibles en replay sur notre site. Aujourd'hui, c'est donc le milieu aquatique et il restera outre-mer et montagne les 6 et 20 octobre. Et évidemment, je vous présente les deux personnes qui interviendront aujourd'hui, qui sont au cœur de notre webinaire. Christophe Moirou, qui est responsable du département développement des territoires et biodiversité de la Compagnie nationale du Rhône, et Emmanuel Vauchelet, responsable projet milieu aquatique et humide au département de l'Eure. Mais pour commencer, je passe la parole à Amaury Parel, qui va nous expliquer en 3 minutes ce qu'est une solution fondée sur la nature. Alors, Merci beaucoup, Juliette. je partage l'écran. Hop, voilà. Partager. Voilà, vous voyez bien? Tu mets en plein écran. OK. Ah bah, il y a marqué, c'est bon, allez, c'est parti. Il y avait marqué. Alors, donc rapidement, donc l'OFB en fait coordonne un programme qui s'appelle le programme Artisan, qui se déploie, qui vise à déployer les solutions fondées sur la nature un peu partout en France, hexagonale comme outre-mer. Alors, il est coordonné par l'OFB, mais il est mis en œuvre par tout un tas de partenaires, dont vous avez les logos en bas de la slide, hein. Beaucoup de partenaires nationaux, locaux et régionaux. Puisque c'est ainsi que se structure le projet, il y a trois piliers. Le premier, le plus important, c'est bien sûr les 10 sites pilotes et les 10 sites démonstrateurs, donc avec des travaux, des études. L'idée étant de montrer aussi la faisabilité et puis l'intérêt des solutions fondées sur la nature dans différents milieux, montagnes, côtes, villes, etc. Un pilier régional avec 14 animateurs et animatrices un peu postés dans chaque région en France, pour aussi pouvoir un peu animer des réseaux autour des solutions fondées sur la nature et de l'adaptation au changement climatique en région avec des acteurs de terrain, des acteurs institutionnels, etc. Ils peuvent aussi faire des actions de sensibilisation, du conseil, un peu d'accompagnement technique également. Et puis enfin, au niveau national, on s'attache plutôt à essayer de créer des outils, des formations et autres pour faciliter un peu le déploiement de ces solutions fondées sur la nature, leur connaissance, essayer de convaincre aussi le plus de porteurs de projets potentiels, collectivités comme entreprises. Voilà. Alors très rapidement, si tu peux passer à la slide suivante, Juliette. Ça y est. Ah, pardon. Oui, désolé, je regardais le. Donc, qu'est-ce qu'une solution fondée sur la nature rapidement? Donc, c'est une solution de préservation, de restauration ou de gestion durable. C'est vraiment les trois termes qu'il faut. Ah, vous entendez encore Amaury? Non. Amaury, on t'entend plus. Donc, ben, je reprends. Donc, Amaury disait que la solution fondée sur la nature, c'est une action concrète de préservation, de restauration et de gestion durable des écosystèmes naturels.
Et en fait, pour savoir si on est bien si c'est bien une solution fondée sur la nature, il y a trois questions initiales. Euh, le projet est-il basé sur les écosystèmes? Le Faut deuxième, tenir. ah, Ah, est-ce voilà. qu'il est-ce qu'il répond à un défi sociétal? Et la troisième question, c'est est-ce qu'il engendre un gain net pour la biodiversité? Ensuite, euh, Pardon, ah bah, excusez-moi. je te laisse reprendre ici. Ouais. Et donc, en tout cas, les trois questions importantes, c'est est-ce que votre action est basée sur les écosystèmes? Est-ce qu'elle répond à un défi de société? Et puis, est-ce qu'elle a un bénéfice net pour la biodiversité? Donc, dans le milieu aquatique, le milieu qu'on va voir aujourd'hui avec Emmanuel et Christophe, ça peut être, par exemple, prendre la forme de travaux autour d'une rivière pour la reméandrer, pour restaurer un peu son hydromorphologie, restaurer aussi les têtes de bassin versant pour améliorer aussi, enfin réduire aussi les périodes d'étiage et puis améliorer aussi le remplissage de la nappe phréatique, préserver ou restaurer des zones d'expansion des crues, pour éviter aussi réduire les risques d'inondation, et puis enfin gérer ou restaurer les bords des cours d'eau, hein, ce qu'on appelle les ripisylves. Donc c'est plein de différentes actions qui peuvent être mises en œuvre. Et dernier mot sur un outil interactif en ligne qu'on a mis en œuvre il y a un an, qui se décline en deux web publications si vous voulez, plutôt une dédiée aux décideurs qui vise à comprendre pourquoi mettre en œuvre des SFN. On met des exemples de coûts, des retours d'expérience, tous les bénéfices pour la biodiversité, l'adaptation ou le territoire en termes économiques ou sociaux. Et puis une boîte à outils qui s'adresse plutôt aux techniciens, qui va un peu plus dans le détail et qui montre comment on met en œuvre avec les outils existants, les étapes, les financements, etc., etc. Et donc vous rentrez par cette carte et vous avez un parcours par milieu qui détaille toutes les typologies de projets possibles par milieu. Voilà, j'en ai fini. Désolé pour la petite coupure. Non, mais ça arrive, ça arrive. Merci beaucoup, Amaury. On va donc pouvoir commencer directement le cœur du webinaire. Je vais évidemment de nouveau partager, voilà, pour que vous voyez bien euh, la présentation qui va vous aider à, à mieux visualiser ce dont on parle. Donc aujourd'hui, on commence par Christophe Moirou. Donc rebonjour Christophe Moirou. Je le redis, vous êtes responsable du département développement des territoires et biodiversité à CNR, puisqu'on ne dit pas la CNR, si j'ai bien compris, Compagnie nationale du Rhône. Donc CNR est concessionnaire du fleuve Rhône depuis 1934 et c'est le premier producteur français d'électricité 100% renouvelable. CNR a deux autres missions historiques, la gestion du transport fluvial et l'irrigation des terres agricoles. Aujourd'hui, on va parler avec vous des travaux de restauration écologique du Rhône, donc au sud de Lyon. Ma présentation est bien centrée? Les Oui, participants peuvent zoomer hein, dessus, oui, sur mais les... sinon c'est quand même bien centré. OK. Euh, donc voilà le secteur des travaux qu'on voit apparaître. Et puis là, on voit avec encore plus de précision. Alors oui, alors ces travaux, c'est dans les secteurs d'Irigny, Vernaison et Fézin. Ma première question, Christophe, c'était quelle était votre problématique de départ on va faire un petit peu d'histoire. Donc, bonjour à toutes et à tous. Sur ces sujets en fait, de restauration et de solutions fondées sur la nature, dans le contexte rhodanien, il faut refaire un peu d'histoire. Le Rhône a connu deux grandes périodes d'aménagement. La première, ça date d'il y a plus d'un siècle et demi, pour favoriser la navigation. Donc, le transport se faisait essentiellement par voie fluviale entre la mer et puis Lyon. Et notamment, donc, un ingénieur donc, dénommé Girardon a entreposé, a mis en place toute une série de digues basses, digues Girardon, constituées d'enrochements qui sont libres. Et l'objectif principal était de concentrer les écoulements au sein du chenal principal du Rhône pour développer la navigation quasiment 11 mois sur 12, puisque le Rhône est connu pour être l'un des fleuves très puissants avec une forte pente, avec une grande diversité morphologique, et la navigation était assez difficile pendant les périodes d'étiage où l'eau se répartissait dans les différents bras qu'on appelle l'aune du Rhône. Voilà. La deuxième, Ouais, et donc là, on voit bien hein, les casiers Girardon ou les ouvrages Girardon à gauche
Et après, en fait, ils ont été recouverts par la végétation. On ne les voit plus, mais ils sont toujours là, dessous, hein. Donc effectivement, progressivement, ces casiers ont rempli complètement leur rôle, c'est-à-dire sédimentation sur les bordures, notamment du Rhône, fermeture des bras du Rhône. Et globalement, bah, après, les processus se sont enclenchés. Une fois que la sédimentation elle émerge de la surface de l'eau, la végétation s'installe. Mais derrière tout ce paysage et derrière ce chenal principal, le Rhône est vraiment corseté par ses épis plongeants, Voilà. par ses digues longitudinales. Alors, deuxième aménagement historique, ce sont bien sûr les barrages d'hydroélectricité, hein. Donc ça, c'est beaucoup plus tard, c'est au milieu des années 70. Il y a combien de barrages, Christophe Morin? Alors, globalement, sur le Rhône, on a 19 barrages hydroélectriques hein, qui jalonnent depuis le Haut-Rhône jusqu'à le dernier, donc à l'amont de la diffluence Petit Rhône et Grand Rhône. Et effectivement, cette deuxième grande période d'aménagement qui s'est étalée de 1940 à 1986, donc ça a été une transformation très importante de la vallée alluviale puisque l'essentiel des débits était orienté vers une usine qui a été construite avec une retenue. Et du coup, ces tronçons de Rhône dits originels ont vu leur débit considérablement baisser, chuter, pour avoir ce qu'on appelle un débit résiduel, qu'on appelle débit réservé. Donc, un abaissement de la ligne d'eau et ça a également aussi favorisé le développement de la végétation dans les casiers Girardot. Donc, D'accord. Et donc, voilà, ces barrages hydroélectriques ont été munis notamment d'écluses et la navigation ne s'opérait donc plus par ces virons. et tout ça, ça fait que aujourd'hui, enfin, le Rhône est l'un des fleuves les plus aménagés au monde. Il y a eu un appauvrissement considérable de la biodiversité, en tout cas aquatique, et puis une très forte réduction du débit du Rhône non canalisé. Donc effectivement, on va dire ces processus de transformation qui sont quand même très très importants à l'échelle d'un fleuve, hein, puisque les aménagements s'enchaînent les uns après les autres, a conduit donc à une simplification donc morphologique du tracé du Rhône. Hein. Il faut bien avoir à l'esprit qu'il y avait le chenal avec une multitude de bras. Les bras sont toujours présents sous la forme quelque part de fossiles. Et globalement, petit à petit, bah, la biodiversité s'appauvrit. On a des Alors, simplifications dans ok. les modes. Donc, au début des années 90, qu'est-ce qui se passe? Donc, suite à la fin, on va dire, des derniers aménagements hydroélectriques sur le Haut-Rhône français, il y a une prise de conscience, on va dire, collective de la part des territoires et plus particulièrement, notamment dans la genèse sur la restauration, sur le sud de Lyon, où progressivement, bah, on va dire, les habitants, les élus, etc., ont vu donc une perte du niveau d'eau et un assèchement des Launes. Et donc tous les acteurs de territoire, les acteurs institutionnels, se sont réunis pour voir comment on pouvait restaurer donc écologiquement le fleuve au travers d'un concept qui paraît très simple mais assez des fois fastidieux à mettre en place, qui est de retrouver un fleuve vif et courant, c'est-à-dire augmenter les débits réservés et retrouver donc de l'eau dans ses bras par des creusements. Voilà. Et donc, à ce jour, il y a plus de 80 bras qui ont été restaurés sur 120 kilomètres et le débit réservé a augmenté, a été multiplié par 10. Mais pour autant, aujourd'hui, depuis 9 mois, il y a des travaux de plus grande envergure qui ont été entrepris au sud de Lyon. Pourquoi est-ce que vous êtes passé sur ce secteur en particulier à la vitesse supérieure? Donc, comme vous l'avez dit, Juliette, il y a eu donc une augmentation volontariste au démarrage, donc début des années 2000, du débit réservé avec un facteur de 10, hein, donc c'était déjà très important pour le chenal principal. Mais malgré tout, il y a eu donc début des années 2000, il y a eu des crues majeures sur le Rhône, avec notamment sur la partie aval du bassin, et un nouveau regard s'est porté sur la restauration, notamment sur cette restauration morphologique. Donc, on était sur une restauration d'habitat et on s'est de plus en plus intéressé à la restauration par des processus et notamment d'intervenir sur ces ouvrages Girardon, ce qui n'était pas le cas dans les années 2000, début des années 2000, 2010, et de participer notamment, d'aller vers des actions qui consistent à démanteler ces ouvrages Girardon qui n'ont plus de rôle de navigation, donc de suppression de ces ouvrages Girardon, de réouvrir les Launes parce que c'est quand même Alors, le l'Aune, c'est un bras secondaire, hein. alors, les Launes, c'est ce qu'on appelle c'est le terme vernaculaire sur le fleuve Rhône. Hein, donc, ce sont des bras secondaires. Et ce qui caractérise l'ADN de la biodiversité du fleuve Rhône, c'est cette multitude et cette diversité de bras qui vont avoir tout un tas de fonctionnements hydrauliques différents.
Donc ça, c'est le deuxième volet. Et un troisième volet qui est majeur, c'est notamment les réinjections sédimentaires dans le chenal principal, particulièrement donc des graviers qui sont nécessaires pour la vie du milieu aquatique. Donc ces trois composantes, en fait, maintenant interagissent et on va dire dans cette échelle, pourquoi on réintervient donc au sud de Lyon avec un programme d'ampleur, hein. Il faut avoir à l'esprit que début des années 2000, ces trois sites qui ont été restaurés, mais uniquement par des rajeunissements, par des ouvertures de l'aune. Et là, on va s'intéresser à des surfaces qui sont beaucoup plus importantes et avec cette action de démantèlement, d'écorcetage, notamment de ces blocs qui n'ont plus de fonctionnalité aujourd'hui. Donc, on est dans cette restauration de processus. Voilà. Et donc, le double avantage, biodiversité, hein, recréer des zones humides propices à la biodiversité. Et puis, on est peut-être passé un petit peu vite sur la prise de conscience, vous l'avez dit, hein, le point de bascule en 2002 et en 2003. Il y a eu des crues majeures avec des dégâts matériels et humains considérables. Et là, on s'est dit, avec le changement climatique, ça va devenir de plus en plus important et fréquent et intense. Et il va falloir faire quelque chose et commencer ses travaux. Et Donc, complètement, là, vous avez entièrement donc synthétisé les choses, c'est-à-dire c'est comment on fait converger restauration écologique et amélioration des écoulements. d'accord. Et donc, vous avez créé combien d'îles? Est-ce qu'on peut chiffrer un peu ce que vous avez Donc, fait? globalement, sur le secteur qui est en travaux, donc on est en train de mettre en place les actions sur Pierre Bénite. Donc, il y a quasiment plus de 6 à 7 îles qui vont être, en fait, qui vont sortir, qui vont émerger suite à ces travaux de restauration, parce que l'ouverture des bras conduit, en fait, à la restauration, quoi, à la création d'îles, hein. Il faut savoir que le syndicat qui est en local, il s'appelle donc le syndicat des îles du Rhône, hein. Donc, et aujourd'hui, le chenal unique ne permet pas de voir cette physionomie d'îles. Donc, on a plus de 6 îles qui vont être restaurées, plus de 5 km de bras qui vont être remis en eau, connectés directement au chenal principal. Ça aussi, ça a une importance majeure. On va avoir des zones humides de plus de 3 hectares qui vont être créées, notamment directement par des reconnexions d'anciennes pièces d'eau, donc avec le chenal principal. Et puis, donc, un des enjeux majeurs, comme je l'ai dit, c'est une réinjection sédimentaire à hauteur de plus de 150 à 170 000 mètres cubes qui vont être remis directement dans le chenal principal. Et ça correspond aussi, dans ce type d'action, à limiter l'incision du Rhône, puisque, je veux dire, les processus continuent de se poursuivre, et notamment la présence de ces ouvrages Girardon concentre les énergies au centre du chenal, et on a des abaissements du profil en long du chenal principal. Donc, ces réinjections, elles ont vraiment une double entrée, à la fois pour la restauration des habitats, des milieux donc aquatiques et on va dire rapides, et puis également dans des améliorations de correction de processus de dysfonctionnement hydromorphologique. Alors, rapidement, je résume, hein, il y aura 3 ans de travaux avec une alternance de 6 mois de chantier et 6 mois d'arrêt pour respecter le cycle écologique des espèces, hein. Donc, il y a 6 mois de l'année où il n'y a pas de travaux. Et au total, c'est 8,2 millions d'euros investis à part égale par CNR et l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Alors là, je vais montrer quelques exemples Alors là, c'est pas encore fait, hein, C'est euh, une perspective, voilà, effectivement. c'est une perspective, mais là, sur la photo du haut, c'est un casier ou un Casier Girardon. Girardon, et on va l'enlever et recréer un bras secondaire, une laune. Pareil, là, toujours dans le même secteur. Sur le Euh, secteur des vignes, hein. voilà, et puis là, donc c'est dans un autre secteur de Sislande où là, on voit la création d'une île. C'est ça, Christophe Moreau? Globalement, effectivement c'est ce principe-là qui est retenu avec le démantèlement des ouvrages, des enrochements qui bloquent notamment ces circulations et ces espaces de liberté. D'accord. Alors, les sites déjà restaurés, bah, on voit qu'il y a un retour de la faune aquatique. Donc là, ce sont des canards, c'est ça? Donc, en fait, la biodiversité, elle réagit assez vite et heureusement, on travaille sur des secteurs où il y a de la résilience. Et ça, c'est fondamental dans le cadre des solutions fondées sur la nature, effectivement, de s'appuyer encore sur des milieux où on a ces réservoirs. Donc, il s'agit de préserver ces réservoirs quand on met en place ces actions-là. Et la nature, on va dire, reprend ses droits et on a des résultats qui sont toujours assez spectaculaires dès qu'on rétablit les processus naturels. Là, vous avez typiquement l'exemple de zones de frais de hautue. Et ça, De ce sont quoi? les Quel poisson?
du Haut-Tulle, hein. Donc c'est une espèce qu'on dit caractéristique du Rhône, hein, qui est le tic. Et globalement, vous voyez, typiquement sur cette illustration-là, la diversité granulométrique, hein, ces matériaux qui sont sous l'eau, le caillou a une valeur écologique, puisqu'il permet notamment à bien des espèces d'être source de reproduction avec toutes les chaînes qui s'en suivent entre les invertébrés et les poissons par la suite. Donc, Ok, on va dire tous les êtres vivants sont, quoi, multitude d'êtres vivants sont directement concernés par ces actions de restauration. ok. Et donc, voilà, biodiversité, changement climatique pour lutter contre les inondations, mais aussi pour lutter contre les sécheresses avec la création de zones humides. On a parlé de tous les êtres vivants qui sont concernés, on va parler des êtres vivants de l'espèce humaine, parce que quels sont les principaux freins que vous avez rencontrés, Christophe Moirou, au moment de lancer ce projet? Alors, dans les principaux freins, effectivement, d'un point de vue technique ou d'un point de vue financier, quand tous les acteurs se mettent autour de la table, on peut trouver des leviers et trouver des points de convergence. Par contre, sur ces territoires-là, il faut avoir à l'esprit que nombre d'acteurs humains, nombre de populations fréquentent ces secteurs. Sur le secteur de Pierre-Bénite, c'est plus de 200 000 personnes qui fréquentent les abords du Rhône. Et quand on arrive avec un projet qui s'étale sur des kilomètres, qui s'étale sur 30 à 40 hectares, c'est beaucoup de pratiques qui peuvent être bouleversées. Donc, on a mis en place notamment, dès le démarrage du projet, avec l'appui de l'Agence de l'eau et d'une expérimentation, notamment de mettre la sociologie au cœur du projet. En toute sincérité, ce n'était pas forcément dans les pratiques des maîtres d'ouvrage qu'on peut être les uns les autres, hein, et CNR, c'est chez nous. Donc, on a toujours fait de la concertation, mais souvent dans des processus bilatéraux. Et là, on a mis en place donc deux cercles d'acteurs, le cercle des usagers, les cercles des associations, des ONG environnementales et des acteurs, et on a co-construit quelque part le projet tous ensemble. C'est-à-dire qu'on n'est Alors, pas arrivé juste avec Christophe Moirou, les usagers, on précise, hein, ce sont des chasseurs, des pêcheurs, des des promeneurs, des randonneurs. promeneurs, des associations citoyennes, donc c'est Voilà. des activités nautiques, des jouteurs, etc. Donc Et, on et- avait voilà, tous ces gens qui avaient, avant les travaux, un accès très facile. Et le problème, c'est que ces accès ne seront plus possibles. Donc, on a eu des grandes discussions effectivement dans la feuille de route de la restauration, qu'à partir du moment où on crée des îles, qu'on crée une naturalité, qu'on crée des espèces qui seront inaccessibles à l'homme, c'est comment l'homme peut changer ses habitudes par rapport à ces espèces ou ces espaces, pardon, où il Oui, a l'habitude d'y aller quasiment tous les jours. Et ça, c'est des discussions qui sont très très profondes et des changements de paradigme qu'il faut faire d'un point de vue collectif pour que le projet puisse se dérouler du mieux possible. oui, parce que en gros, ces gens, ils avaient un usage libre et permanent de ces espaces naturels. Et là, vous leur dites, bah, il y a des tas d'endroits où vous ne pourrez plus aller. Hein, c'est ça. Effectivement, il y avait un usage récréatif qui était, qui était canalisé par le syndicat, par le SMIRIL, avec des chemins. Et ces cheminements vont être modifiés dans le après-restauration et que, on va dire, l'homme ne pourra plus accéder à certaines berges quand on aura des bras qui n'ont pas d'ouvrage de franchissement. On va juste laisser sur une grande île, donc un ouvrage très, très rustique d'accessibilité. Mais globalement, effectivement, c'est Oui. cet enjeu qu'il a fallu discuter avec les usagers. Voilà, et de leur faire comprendre bah, que enfin, voilà, respecter, aimer la nature, c'est aussi admettre qu'on ne peut pas mettre les pieds partout. Et donc, est-ce que ça a marché, ce travail avec les sociologues? Alors, ce travail, il a très très bien fonctionné puisque, bon voilà, on est dans des étendues très très importantes et je dirais que même, il a été même au-delà de nos espérances parce que nous, ça nous a fait prendre conscience de certains points. On va dire, on a dans tous les projets, on a des points de divergence ou des ambivalences et notamment, c'est la place de l'arbre dans ce système-là et dans la concertation. Vous l'avez vu au travers des photos. On a des arbres qui ont recolonisé les casiers Girardon et quand on enlève des enrochements, il faut enlever des arbres. Et là, on a eu des discussions très profondes avec des associations citoyennes, avec des ONG, avec des usagers, avec des personnes qui sont simplement dans la contemplation, etc. Et on a adapté le projet, on a préservé des endroits où on pensait aller plus loin en termes de restauration morphologique. Et ce sont des compromis qu'il faut trouver, mais ça, on le fait par le biais de l'échange, de l'écoute et d'un point de vue collectif. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde autour de la table et qu'on n'est pas dans des entretiens en bilatéral où on va discuter d'un certain point avec tel corpus, etc. Très bien, merci. Et si vous aviez juste un conseil à donner, qu'est-ce que vous diriez? Globalement, un conseil, c'est de bien, on va dire, cerner la place de l'homme dans ces relations entre la nature, en fait, dans les sociétés dans lesquelles on peut évoluer, et c'est d'être dans la capacité d'écoute
pour redessiner la place de l'homme, c'est notre relation avec la nature pour que le monde du vivant, qui n'a pas toujours, on va dire, écho et qui n'a pas toujours la parole et qui parle au travers des professionnels, puisse être bien représenté tout en Et conciliant les mettre autres. les sciences sociales au cœur du projet, hein, Et c'est évidemment que la science sociale est une partie intégrante comme un aspect technique, comme une étude hydraulique, comme un inventaire, comme une étude géotechnique, etc., etc. Merci beaucoup, Christophe Moirou. Donc, on vous redonnera la parole au moment des questions. J'enchaîne directement avec Emmanuel Vauchelet. Donc, rebonjour. Vous êtes responsable du projet Milieu aquatique et humide au département de l'Eure. Donc, nous partons dans le département de l'Eure sur un site classé Espace naturel sensible, ENS. Il s'agit de l'ancien étang de Condé-sur-Iton, un étang de 4 hectares qui a été créé par l'homme. Alors, attendez, parce que voilà, je montre où est Condé-sur-Iton. Un étang qui a été créé par l'homme il y a fort longtemps, au milieu du XVIe siècle, qui avait à l'origine une vocation industrielle avec une forge et un haut fourneau. Il est ensuite devenu un lieu de pêche et de promenade très apprécié des habitants, mais faute d'entretien, il s'est peu à peu envasé. Et après la tempête de 99 et les fortes crues de 2002, il a même fini par disparaître quasiment complètement. Et voilà, alors là, vous le voyez, voilà comment il était, l'étang, on ne le voit quasiment plus. Et il a disparu sous les arbres et dans la vase. Et ma première question, Emmanuel Vauchelet, c'était quel était le risque de laisser l'étang dans cet état? Et qu'est-ce qu'il a été envisagé de faire en premier? Alors, tout d'abord, en fait, hormis le fait que le site n'était plus du tout fréquenté par le public, hein, il était plus vraiment agréable pour quoi que ce soit. Le risque principal, c'était celui un problème d'inondation de villages qui se situent à Laval en cas de forte pluie. Donc, en fait, ce qui a été envisagé en premier par le maire, c'était de curer cet étang, c'est-à-dire de retrouver l'étang comme il était à l'origine. Et puis, il a fait une première étude et les premiers devis étaient vraiment très prohibitifs. Hein, ça se comptait en plusieurs millions d'euros. Donc, la commune est allée voir des partenaires financiers comme l'Agence de l'eau et le département de l'Eure et pour demander justement, bah voilà, je voudrais recurer mon étang, aidez-moi. Ce que et l'Agence de l'eau et le département ont dit, alors, hormis le fait que les prix étaient énormes, Prohibitif. Oui. il y avait une solution beaucoup plus intéressante en termes d'écologie, c'est-à-dire de restaurer la rivière, puisqu'en fait cet étang était en plein cœur du tracé de la rivière et ça posait un certain nombre de problèmes en termes d'écologie et de fonctionnement du milieu aquatique. Donc, Donc, du coup, on a proposé, en fait, on s'est basé plutôt sur la partie restauration écologique et solutions fondées sur la nature pour proposer quelque chose. voilà, et donc ce qui a été fait, c'est ce qu'on appelle, le terme technique, c'est un effacement de l'étang. Donc là, on voit quelques photos, hein. Vidange, cure, et puis démonter tous les barrages et recreuser le lit de la rivière, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. En fait, ça remplissait plusieurs objectifs. C'était d'une part de restaurer la continuité écologique, c'est-à-dire la libre circulation des poissons et des sédiments sur la rivière, réhabiliter les zones humides attenantes pour améliorer l'accueil de la biodiversité, et également constituer une zone d'expansion de crue pour, on va dire, lutter contre les inondations et également pouvoir restituer de l'eau en période de sécheresse au milieu. Voilà, donc toujours, enfin, toujours le double avantage, si je puis dire, de ces solutions fondées sur la nature, en tout cas aquatique, c'est qu'on lutte à la fois contre les inondations et contre les périodes de sécheresse, en créant des zones humides. Donc les travaux ont eu lieu entre 2014 et 2015, le coût c'était un petit peu plus d'1 million, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Et l'objectif, c'était surtout d'avoir un milieu qui s'auto-entretient, puisque si on avait curé cet étang, en fait, bah, rendez-vous dans 10 ou 20 ans pour remettre 4 ou 5 millions d'euros sur la table. Donc, l'idée, il y avait aussi un argument économique en disant, bah, on va faire d'une pierre 3, 4, 5 coups, c'est-à-dire d'avoir un milieu le plus naturel, qui ressemble à un milieu naturel le plus naturel possible. Donc là, c'est après les travaux, hein? Oui,
c'est ça. Donc en fait sur la zone qu'on voit un petit peu marron, c'était l'ancien étang. Et donc sur sur la partie plus biodiversité, on a retrouvé une rivière d'eau vive, donc avec les poissons qui vont avec, donc avec un retour de la vandoise, donc qui était un poisson qui n'était pas du tout Alors, présent la sur. vandoise, la voici. Et puis bah, dans les zones humides attenantes, on a retrouvé très rapidement, la nature a repris ses droits de manière assez étonnamment rapide, puisqu'on a eu tout un cortège d'espèces qui sont revenues, comme le criquet des roseaux ou d'autres différentes espèces de libellules, comme le gonfle accroché, le corduli métallique, et également des cortèges de chauves-souris qui sont revenus, hein, puisque ça fait des zones de chasse qui sont très intéressantes. Le site a joué aussi son rôle de zone d'expansion de crue, puisqu'en Alors, fait, voilà, oui. voilà, assez rapidement après, en fait, là, on voit en fait l'ancien étang qui s'est rempli sur une crue. Alors là, ça devait être en janvier 2023. Il y en a une autre qui a été Ah, j'ai mis en juin 2018. 2018. Alors, il y en a une en juin 2018. Là, la photo, c'était plutôt Bon, celle de 2023. Mais ça avait à peu près la même tête. Donc, corrigé ben, tout de en suite. fait, donc ça, on voit donc que la rivière, en fait, a complètement retrouvé, en fait, s'est étalée complètement dans l'ancien étang, et ce qui a permis d'amoindrir fortement la crue et ça s'est vu, hein, vraiment. Là, les habitants et la mairie ont pu le constater, de limiter la crue, de la ralentir et d'avoir une zone vraiment intéressante à ce niveau-là. Voilà, parce que finalement, on bénéficie encore de l'ancien emplacement de l'étang. On a les deux avantages cumulés. Exactement. OK. Exactement. Là, sur le site aujourd'hui, en fait, on voit encore on voit encore la dépression et un sentier qui fait tout le tour du site. Et en gros, on fait le tour de l'étang, de l'ancien étang. Mais aujourd'hui, on a plutôt une partie prairiale avec des ripisylves à la place d'avoir un plan d'eau. Et oui, et je précise, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, que vous avez gagné le trophée, pardon, de Life Artisan en 2023 avec cette réalisation. Oui. On va en arriver à la question des freins, enfin des obstacles. On voit que bon, ça a été fait, que les impacts sur la biodiversité et sur les impacts du changement climatique. Et pourtant, qu'est-ce que vous avez, enfin, quel est le principal frein que vous avez rencontré pour mettre cette solution en œuvre? Bah, le principal obstacle, c'était de convaincre la commune et les habitants qui étaient très très attachés à l'étang. C'était un peu le lieu de promenade, le lieu pour faire les photos de mariage, voilà, c'était un lieu de pêche aussi qui était très connu. Donc il y avait un attachement de la population très fort à cet étang et ça a été très compliqué. Alors qu'il avait disparu quand même, c'est ça qui Il est... avait, voilà, il avait disparu depuis déjà pas mal d'années, hein, faute Oui. d'entretien, mais il y avait toujours cette nostalgie qui était présente les habitants rêvaient de retrouver cet étang-là, l'étang d'avant la tempête. Et donc, eux, ils étaient pour curer l'étang, quoi. Ah oui, clairement. Ah ouais. Voilà. OK. Donc, qu'est-ce que vous avez fait pour aller à leur rencontre, discuter avec eux et surmonter ce frein Alors, écologique? on a présenté en fait les différents scénarios avec les avantages, les inconvénients, une importante phase de concertation, d'explication, en évitant les termes trop techniques et en essayant d'être le plus pédagogique possible et en essayant de mettre en avant les enjeux écologiques et d'essayer de justifier ce choix en fait. Hmm. Alors ça s'est fait par des visites de chantier régulières, avant, pendant et après. Également, on a eu l'idée de faire un reportage radiophonique, donc c'est-à-dire de faire des interviews. Donc ça, c'était une société qui a fait avant, pendant et après les travaux, des On interviews. entend plus très bien. Ah, on va Voilà. pas ça va mieux? Oui. Ah, oui, donc je disais qu'on avait eu l'idée de faire un reportage radiophonique.
Donc, c'est-à-dire de faire des interviews des habitants, des usagers, des maires, des ouvriers, et pendant tout le long du chantier. Donc, c'est un chantier qui était assez long, ça a duré quasiment 2 ans. Et l'idée, c'était de garder la mémoire de cet étang, c'est-à-dire, on efface, effectivement, on efface un étang, mais on n'efface pas la mémoire comme ça. Et d'ailleurs, Euh, on leur avait demandé d'apporter des vieilles cartes postales. Ouais, par exemple, ouais, comme celle-ci, par exemple. Ça a permis de voir aussi, on s'est rendu compte, en fait, au fur et à mesure que les premières interviews, c'était je suis très Ah, nostalgique de ça. Pendant les travaux, c'est horrible. Et puis après les travaux, c'était en fait c'est pas si mal que ça en fait. Et si je fais un très court résumé, en fait, bon voilà, ça a montré un petit peu l'évolution de la mentalité qui a été assez visible là-dessus. Donc il y a eu 12 reportages, 12 épisodes qui ont été diffusés sur les radios locales. voilà, sur le site internet du département et sur plusieurs radios associatives. Et alors, cette idée de reportage radiophonique, elle est venue comment? Alors, sur un échec, en fait, c'était sur un échec d'un projet précédent qui avait rencontré en fait la désapprobation de la population et un projet qui avait certainement été mal expliqué avec des termes un peu trop techniques et ce projet-là n'avait pas pu aboutir. Donc, le département a appris de ses erreurs et du coup de prendre de prendre la problématique autrement. Ok, alors rapidement pour conclure, aujourd'hui, comment se présente le site? Euh, Alors, aujourd'hui, en fait, alors le nom du site a été choisi par les habitants. Il s'appelle aujourd'hui la zone humide du Fourneau. Donc, on n'y fait même plus, je dirais, mention de l'étang, en fait. ouais. On a un sentier de découverte de la nature hein, qui s'appelle le sentier de la Bergeronnette. Là, on voit le tracé et puis un exemple de panneau. Sur cet étang, aujourd'hui, donc ça fait 4 hectares. On a mis en place un éco-pâturage avec des moutons. Et ensuite, on pourra certainement mettre des vaches un jour, en attendant de récupérer une prairie qui soit un peu plus favorable pour les vaches. Oui, parce que vous avez, voilà, et ce qu'il faut expliquer quand même, c'est que dans ces cas-là, bah, c'est couvert d'orties, hein, et que bah, seuls les moutons peuvent, enfin, sont friands d'orties, si je puis dire, hein. Et vous avez travaillé en association avec enfin, vous avez travaillé en partenariat avec une association d'éco-pastoralisme, hein, c'est ça, qui vous a. Alors, on fait des travaux de coupe d'orties, parce qu'en fait, les moutons vont pas aller manger les orties quand elles sont vertes, mais elles peuvent aller les manger quand elles sont fauchées. Donc, on va restaurer le site comme ça au fur et à mesure, et c'est le syndicat de rivière qui gère aujourd'hui le site. OK. Et bah, dernière question traditionnelle, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui s'engagerait dans la même démarche que la vôtre? Je dirais la première, comme l'exemple précédent, c'est de surtout pas négliger la concertation, parce que ça, c'est indispensable de s'assurer de l'acceptation locale de la société sur ce type de projet, de bien expliquer les choses, d'être le plus pédagogue, de prendre en compte les remarques. Et puis aussi c'est pas le tout de faire des travaux, c'est aussi de penser à qu'est-ce qu'on en fait après, comment on l'entretient. C'est-à-dire, on peut faire des très jolis travaux et faire des choses qui sont énormes, mais si on n'a pas anticipé l'entretien, on peut se retrouver, là, si on n'avait pas mis en place l'éco-pastoralisme, ou des solutions pour gérer ce milieu, on se serait retrouvé aujourd'hui avec un étang d'ortie, en fait. Donc, ça aurait pas été même au niveau réussite du projet, ça aurait pas forcément été la même. Ok, ben merci beaucoup Emmanuel Vauchelet et Christophe Moirou. Donc on va pouvoir poser les questions des personnes qui nous écoutent et nous voient. Et on va commencer par Emmanuel Vauchelet parce qu'il a une contrainte horaire. Donc Marguerite, est-ce que tu peux nous dire quelques Donc, questions? Emmanuel, effectivement, une question pour vous. Il y a peu de questions, hein, donc On va on être va dans les temps. être totalement dans les temps. Certes, il y avait la question des orties, mais là, j'ai une question sur les moustiques.
avec les zones humides, très souvent, les personnes pensent aux moustiques. Donc, est-ce que vous avez assisté à une multiplication des moustiques et est-ce qu'il y a eu des précautions particulières pour éviter cette prolifération des moustiques? Alors non, pas du tout. Enfin, il n'y a pas eu du tout de prolifération de quoi que ce soit parce qu'en fait, à la limite, un étang vaseux est beaucoup plus favorable aux moustiques qu'une rivière à fond courant. Donc de toute façon, s'il y a voilà, ce type de milieu-là, et en fait, il n'y a jamais eu de problématique de moustiques sur ce secteur-là depuis qu'il a été restauré. Donc, en fait, vous voulez dire que c'est presque une idée fausse de penser qu'un étang va attirer des moustiques? Non, qu'une zone humide, là, nous, les Non, temps. non, la zone humide, en fait, là, un étang, là, c'est-à-dire que là, avant, on avait un plan d'eau très envasé avec peu d'eau courante et qui chauffe vite. Ça, c'est favorable aux moustiques. Par contre, D'accord. avoir une rivière et des roseaux à côté, ça sera un peu moins favorable aux moustiques. Ok, très bien. Pour Christophe et vous aussi, Emmanuel, petite question sur les amis, les castors. Est-ce que les castors ont été pris en compte dans vos projets? Est-ce qu'il y a eu une coopération avec les castors? Emmanuel, si vous voulez commencer, si vous avez les impératifs horaires, non? On n'en a pas chez nous, donc le Bon, problème se alors pose du pas. coup, nous, le castor, bah, c'est une espèce emblématique du Rhône, hein. Il a été réintroduit suite à une disparition. Et effectivement, aujourd'hui, c'est un enjeu, c'est un emblème. Aujourd'hui, sur chaque projet, on répertorie donc les populations de castors et notamment les terriers-huttes. Et notamment quand on est en interface dans le cadre des travaux, dans des tracés de l'Aune, etc. On travaille donc avec l'OFB, avec des associations spécialistes dans les castors pour notamment faire des démantèlements donc dans les règles de l'art de ces terriers-huttes. À avoir à l'esprit que aujourd'hui, la plupart des berges sur le Rhône sont constituées de ces enrochements, donc c'est un frein aussi pour le développement du castor au niveau des terriers-huttes. Et par retour d'expérience, hein, ça fait déjà plus d'une quinzaine d'années maintenant facilement que nous sommes dans en fait, dans cette gestion de phase de travaux de ces terriers-huttes et on observe, après on fait des suivis de population et on observe à chaque fois qu'on réouvre une laune, et ben, c'est très 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 bénéfique pour le castor puisqu'il revient, il colonise et même il étend son territoire et au moins il a des berges qui sont accessibles, qui sont fouissables. Donc là, le castor aujourd'hui, bah, Il vit sa meilleure vie. il vit sa meilleure vie dès qu'on reste. Et même au niveau des engins de chantier, bon, on a tout un tas de protocoles et de surveillance, mais on voit qu'il s'accommode même en deux crues, il peut revenir sur la zone. Donc on est très vigilant là-dessus. Et par contre, au niveau du castor, là sur le Rhône, on a la loutre qui revient. Et là, effectivement, l'enjeu, il est encore, on va dire, il est encore quelque part plus important parce qu'il revient, la loutre revient en train de reconquérir l'axe du Rhône. Là, par contre, si on a ce qu'on appelle des catiches qui sont découverts avant le démarrage des travaux, on a une adaptation du projet parce que le sujet, il est encore plus, on va dire, plus crucial dans une phase de reconquête de cette espèce sur le Rhône. Des catiches, c'est-à-dire Des terriers de loutre. Ok. Merci beaucoup, Christophe. Emmanuel, j'ai plus de questions pour vous, donc vous êtes libre, tranquille pour partir quand vous le souhaitez. Christophe, il y a des petites questions par rapport au trafic fluvial, à la baisse du trafic fluvial. Est-ce que le trafic fluvial a été maintenu? Et donc, tout le monde a bien compris qu'il y avait bien un double objectif de restauration de la biodiversité et de la gestion des inondations dans ce projet CNR. Et donc, la question, c'est dans quelle mesure peut-on dire que les ouvrages Girardon étaient aussi devenus inutiles en raison de la baisse du trafic fluvial? Alors là, c'est vrai que dans les explications, parce que le sujet est quand même dense et ça peut être un peu, on va dire, quelque part confus, il faut bien avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, le trafic fluvial, il se fait par le Rhône aménagé. Donc, il ne se fait pas par ce qu'on appelle communément les vieux Rhônes, qui sont d'ailleurs même un mauvais terme, hein, c'est le Rhône originel à l'aval des barrages. Donc, l'essentiel du trafic fluvial se fait par les retenues qui ont été créées dans le cadre des aménagements hydroélectriques dans cette période contemporaine. Et effectivement, Alors attendez, parce que moi j'ai besoin je suis pas sûre de bien comprendre. Donc là, si je remets, là, vous voyez, si vous remettez la carte, vous avez un pointillé, le canal de dérivation. Vous voyez les étiquettes, canal de dérivation, usine hydroélectrique de Pierre-Bénite. Et en fait, le trafic fluvial, il se fait par ces ouvrages-là qui ont été créés pour par les construire pointillés, quoi. voilà, par les pointillés et il ne se perd pas par ce qu'on appelle les vieux Rhônes à l'aval du barrage de Pierre-Bénite.
Donc, D'accord. ces tronçons qui s'enchaînent les uns après les autres sur le Rhône, hein, c'est ce qu'on appelle ces Rhônes originels qui sont à l'aval du barrage, c'est des longueurs qui sont entre 10 à 30 km pour les plus importantes. Et aujourd'hui, on a uniquement du fluvial, de plaisance, du canoë, essentiellement, ou des activités de joute. Par contre, il est vrai que le trafic fluvial était en baisse sur le Rhône et que le Rhône, quelque part, est sous-utilisé en termes de trafic Pourquoi il fluvial. était en baisse? Eh ben, globalement, après, il y a eu la concurrence avec le domaine routier. On a la 7 qui longe le Rhône et c'est notamment camion versus trafic fluvial. Par contre, depuis peu, on a un essor, on a un embellissement. Et nous, par rapport à nos objectifs, hein, parce que Juliette, vous l'avez cité au démarrage, on a trois missions de base, production d'électricité, navigation et puis irrigation. Et on a beaucoup d'actions, notamment le long de la vallée du Rhône avec tous les acteurs économiques pour favoriser le trafic fluvial. Et là, depuis quelque temps, il y a un nouvel essor qui est en train de se développer le long de l'axe Rhône, avec des projets majeurs hein, entre ce qu'on appelle l'axe donc Rhône notamment et Marseille, des projets qui seront d'envergure pour pouvoir favoriser et développer ce trafic fluvial de marchandises. Et à noter aussi que depuis une vingtaine d'années, on a un essor sur ce qu'on appelle le trafic les paquebots passagers, donc la plaisance sur l'axe, sur les parties aménagées du Rhône. Donc, si je reviens à ma question, à l'origine, les ouvrages Girardon, les digues, ça avait été fait pour favoriser le trafic fluvial. Et puis finalement, on réouvre ces casiers sans pour autant perdre Non, la capacité. voilà, aujourd'hui, il y a vraiment un découplage complet puisque le trafic fluvial de marchandises et de grande plaisance ne s'opère plus par ces tronçons originels de Rhône. Ok. Donc, du coup, effectivement, la remarque de la personne hein, est juste, c'est-à-dire que les enrochements, aujourd'hui, les ouvrages Girardon n'ont plus aucune fonction, utilité pour le trafic fluvial. Très, très bien. On a une question sur la durée de la concertation il y a écrit la CNR dans la question, mais avec CNR. Globalement, bah, la concertation, nous, on l'a opérée pendant, alors je ne sais pas si les personnes qui sont présentes là aujourd'hui, bon, on maîtrise toutes les codifications du déroulement d'un projet, on l'a déroulé dès le démarrage du projet, c'est-à-dire dans un stade avant-projet. Un avant-projet sur une opération de cette ampleur-là, on était sur une base de 9 mois et on a mené la concertation, le cœur de la concertation, sur cette base des 9 mois. Alors, à savoir que nous étions déjà dans un terrain, on va dire, sur un terrain favorable parce que le syndicat, on travaille main dans la main avec les communes. Hein. Ces projets sont coportés, donc nous, on est maître d'ouvrage, mais on travaille avec le SMIRIL, qui est le syndicat donc, des Îles-du-Rhône, avec les communes concernées, avec la métropole, puisqu'on a dû modifier notamment le PLUH pour notamment l'enlèvement des arbres dans le cadre du projet. Et globalement, oui, le SMIRIL connaissait déjà très bien tous les acteurs. Ça nous a fait gagner beaucoup de temps. Et cette concertation, comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure sur son périmètre, il ne s'agit pas de faire les opérations et puis c'est quelque part c'est un one shot. Cette concertation se poursuit, elle s'est même, on va dire, elle s'est même embellie au cours du temps, puisqu'aujourd'hui il y a un comité des usagers qui est porté par le SMIRIL et on entretient des liens très très étroits avec avec tous les acteurs de la concertation. Maintenant, on est au cœur des travaux et ça va se poursuivre également post travaux. Donc, mais par contre, la concertation active avec l'input du sociologue ça a été fait pendant la phase avant-projet. On était en pleine période de Covid. Hein. On a eu quelque part de la chance, mais on a pu faire du présentiel. Et ça a été, on va dire, toutes les phases de concertation étaient menées en même temps que les parties techniques. Pour Et, des maîtres d'ouvrage, ça peut faire peur. Ça peut et, faire peur parce Emmanuel, qu'on a avant que vous partiez, vous aussi, en fait, ça a commencé avant, ça a été pendant, et puis ça se poursuit. Oui, oui, bien sûr, oui, oui, oui. Là, en fait, on réalise toujours des animations. Enfin, le site est aujourd'hui fait partie il y a une valorisation, il y a un éco-compteur pour voir la fréquentation du sentier. La commune aujourd'hui gère les espaces mis à disposition pour le grand public. Donc, en fait, le site il est complètement approprié. Sur un des bâtiments, il y a eu il y avait par exemple des graffitis, donc ça faisait assez moche à l'entrée du site. Bah, il y a eu un graphe artistique qui a été fait à l'entrée du site. Depuis, on n'a plus du tout de dégradation. Et c'est aujourd'hui un des sites ENS qui est l'un des plus fréquentés dans ceux qu'on suit. On Oui. a une belle fréquentation. Donc, Alors qu'avant, plus personne n'y allait parce que c'était de la vase et des arbres dans l'eau.
Oui, oui, c'est ça. Ouais, ouais. Là, c'est devenu un petit peu la promenade du Donc, dimanche. On va aller, au lieu d'aller pêcher, enfin, on a laissé, la rivière peut ouais. encore se pêcher. On a laissé un tout petit plan d'eau encore pour la pêche. Mais on vient voir les moutons, voilà. On vient voir les animaux, on prend On a l'air. bien Voilà. là, enfin, restauration de la biodiversité, lutte contre les impacts du changement climatique et un un bienfait social, je ne sais plus comment on dit à Maurice, pardon, un bénéfice. Peu importe, hein, un bien-être pour tout le monde, quoi, que ce soit les Voilà. humains ou la faune et la flore. Peu importe les termes, c'est Voilà. Et donc, l'important. et pour le Rhône, ben, on va attendre de voir. Il Ben, faut. on est dans une logique, voilà, on est dans une logique semblable, hein, et on déroule, on va dire, ces méthodes sur des autres sites parce qu'on est dans un grand volet de restauration à l'échelle de la vallée du Rhône. Et fort du succès de cette concertation à l'amont, comme je le disais, qui peut faire peur aux maîtres d'ouvrage parce qu'ils ont peut-être peur de se faire déposséder de leur feuille de route de restauration. Et ce qui est formidable, c'est de co-construire ça avec les acteurs des territoires, quels qu'ils soient. Et globalement, on a développé cette méthode sur les autres sites parce qu'on voit bien que ce sont des projets de territoire et que la place de l'homme, faut bien la cerner, quoi. Donc, et effectivement, par la suite, eh ben, ça donne des leviers, hein, comme l'a dit Emmanuel, hein, c'est formidable de voir que ce site-là est majeur sur son territoire. Au niveau des ENS, le challenge, c'est qu'il y ait une forme de réappropriation avec cette transformation de territoire, quoi. Alors, cerise sur le gâteau, est-ce qu'on a aussi un co-bénéfice au niveau de la pollution au PCB? Est-ce que ça permet de remédier à la pollution au PCB? Ah, c'est un vaste sujet. Au revoir, Emmanuel, Non. merci beaucoup. Au revoir. C'est un vaste sujet, c'est très complexe. On ne Peut-être dire ce que remédie. c'est que PCB. PCB. PCB, c'est les. Alors aujourd'hui, il y a deux grosses crises, on va dire sanitaires. C'est ce qu'on appelle vulgairement les huiles qui étaient utilisées dans les transformateurs et est une pollution qui est héritée du milieu des années 1960, 1980, L'usine où qui déversait ça dans le Rhône. c'était non, c'était des huiles utilisées dans les transformateurs et puis dans le cadre des recyclages ou quand l'usine, c'était rejeté directement dans le milieu naturel. Donc ça, c'est une crise qui est survenue, qui a été mise sur le devant de la scène à juste titre. Donc en 2008, il y a eu tout un tas de moratoires dans le cadre de la gestion, on va dire quelque part même sédimentaire à l'échelle de la vallée du Rhône, des prescriptions de part au niveau des pêcheurs de ne pas consommer les poissons. Donc aujourd'hui, donc les crises de PCB avec tous les acteurs, notamment de l'État, des centres de recherche, il y a eu beaucoup de connaissances qui ont été acquises et effectivement, ces travaux se font avec tout un tas de protocoles, tout un tas de diagnostics à l'amont et on raisonne donc avec les scientifiques et les administrations, on raisonne en termes de flux. Donc en fait, on a une concentration qui est moyenne déjà dans les sédiments du Rhône, dans ce qu'on appelle les matières en suspension, mais à avoir à l'esprit que dans ces casiers qui ont entreposé la sédimentation depuis des décennies et des décennies, bah, quelque part, là, il y a un passé qui est présent. Donc, il y a la crise des Les PCB, casiers Girardon, hein, toujours les les mêmes. casiers Girardon, ouais, les casiers Girardon. Donc là, on a eu, dans début des années 2010, hein, quand la crise est survenue en 2008, il y a eu un moratoire et notamment il s'agissait de mieux comprendre la distribution des PCB dans les casiers, de raisonner en termes de flux et de regarder au regard du flux du Rhône qui passe avec des stations qui sont mesurées en permanence. Donc on ne se débarrasse, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, on ne se débarrasse pas de ces micropolluants qui sont très, très toxiques évidemment pour les êtres vivants et tous, hein, l'homme en premier, Et mais on retient, surtout les oui. autres. Et globalement, aujourd'hui, nous sommes aussi, pour ceux qui connaissent bien la vallée du Rhône, puis à l'échelle nationale, hein, on est dans la crise aussi des PFAS. Mais Et alors là, c'est encore un autre débat. Donc, on c'est va. encore un autre débat, mais on est dans les mêmes logiques Ouais, tout à fait. de prévention, de précaution. Et notamment, bah, le Rhône est un peu pilote en la matière de gestion sédimentaire sur ces sujets PFAS. Bon, eh ben, merci. Donc, on retient que vous avez bien ça en tête hein, et que c'est pas un sujet annexe. Merci beaucoup, Christophe Moirou. Donc, Emmanuel Vauchelet a dû nous quitter, mais on le remercie également. Je répète que vous retrouverez ce webinaire en replay sur nos sites et je vous donne rendez-vous le 6 octobre, le prochain, toujours à midi, sur le milieu outre-mer et nous irons en Guadeloupe et à La Réunion. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt. Au revoir. Merci. Alors, j'arrête l'enregistrement.